Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part ce lundi aux travaux de la Conférence internationale du travail qui coïncide avec le 100e anniversaire de l'OIT. La rencontre réunit les représentants des gouvernements, les employeurs et travailleurs. Il s'attelle à adopter les normes en matière de travail, d'emploi et de protection sociale. C'est reparti pour les examens de fin d'année. Les épreuves orales du BPC, session 2019, ont démarré ce mardi sur le territoire national. Plus de 439 000 candidats sont en lice. Ils composent dans 749 centres à travers le pays. Ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle prennent fin vendredi prochain. Notre dossier, qu'au plus de ce 20h, fait un focus sur la filière cola. La culture est en pleine expansion dans le monde paysan. En 2017, le ministère de l'Agriculture a dénombré plus de 2000 planteurs, là où il n'était qu'à peine 200. La noix de cola fait partie des produits de plus en plus exploités. Alors, comment expliquer cet intérêt? Réponse tout à l'heure. Le Mali est sous le choc après le massacre de Sobané en pays d'Ogon qui a fait 95 morts ce dimanche. Le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle à l'unité de tous les Maliens. Ce mardi, il a dépêché son premier ministre Boubou Cissé dans le village martyrisé en vue d'apporter le réconfort de l'État aux populations. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est reparti pour les examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. Les épreuves orales du BPC session 2019 ont démarré ce mardi sur tout le territoire. 439 529 candidats sont en lice. Ils composent dans 749 centres à travers le pays. Et ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle prennent fin vendredi prochain. Les épreuves écrites débutent le 17 juin. Pierre Dipomelin, Godfrey Okambawa. Lycée classique, 8 heures, c'est encore la mise en place. Brigitte Amouakon, chef de secrétariat du centre, organise son équipe et procède à la remise des épreuves aux interrogateurs. C'est le début de l'examen oral du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, sur l'ensemble du territoire. Hortense, candidate libre, s'assure qu'elle est bien sur la liste. J'ai vu sur ma convocation que j'étais ici, donc je suis venue, j'ai vérifié. J'ai vu que j'étais effectivement ici. Nous sommes dans l'attente et là je suis un peu stressée. Ici nous avons 690 candidats. Ce matin nous venons juste de procéder au lancement de l'épreuve orale. Quelques difficultés, c'est un peu à propos des interrogateurs. Sur les 6 que nous attendons, nous avons actuellement 3 plus l'harmonisateur. Mais je pense qu'ils viendront. Voilà, ça a commencé timidement, mais ils seront là. Comme épreuve, ce sont des tests ou des images à commenter, tirées au sort. Franchement, je préférais le texte, mais bon, je pense que je vais m'en sortir. Bon, ça parle de la nourriture, les fruits, légumes. Cette année, c'est un total de 439 529 candidats répartis dans 749 centres qui prennent part aux épreuves. Par genre, le nombre de filles, c'est 200 571 candidates, soit 45,61%. Le nombre de garçons, 238 958 candidats, soit 54,36%. Les épreuves écrites se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 juin prochain. Les résultats, eux, sont attendus le mardi 9 juillet. Et notez qu'après, donc, les épreuves écrites du BEPC suivront après les épreuves du baccalauréat et du certificat d'études primaires élémentaires CEP. Des élèves de l'enseignement technique et professionnel composent aussi sur l'ensemble du territoire. Les épreuves écrites pour les examens à grand tirage au niveau de la formation professionnelle ont démarré aujourd'hui. 12 423 candidats sont dans la course pour l'obtention de leur diplôme, le certificat d'aptitude et des brevets professionnels, techniciens et d'études professionnelles. Christelle Bédéga, Grace Kando. Pour la session 2019 des examens de la formation professionnelle, 12 423 candidats répartis dans 46 centres sur l'ensemble du territoire postulent au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnelles BP, du brevet de technicien BT et du brevet professionnel BP. Ici, au collège de l'enseignement technique dans la commune de Trècheville, les candidats indiquent que tout se passe bien. Il y a forcément le trac parce que c'est un examen, mais bon, on essaie de se concentrer pour être admis. On n'est jamais assez près. On se conforme à ce qu'on a trouvé et on essaie de donner les bonnes réponses. L'épreuve de comptabilité est abordable
ça va aller. On peut espérer. Pour s'imprégner du bon déroulement des épreuves, les responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont parcouru plusieurs centres d'examen, comme ici, dans cette salle de composition du brevet d'études professionnelles. Tout est fait pour limiter au maximum l'intervention humaine. Aujourd'hui, au niveau de la formation professionnelle, toutes les étapes de l'organisation des examens se font de façon numérique. L'inscription, les convocations, les anonymats des feuilles et les délibérations sont assistés par ordinateur. Les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle vont durer 4 jours et les résultats sont attendus le 22 juin prochain. Bonne inspiration donc à tous ces candidats. Et justement, c'est dans le contexte de ces examens à grand tirage que le vice-président a regagné Abidjan ce mardi après une mission de travail qu'il a successivement conduit en Russie et en Suisse. En Russie, Daniel Kablan-Duncan a pris part au 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il s'est ensuite rendu à Genève, en Suisse, où il a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, à la commémoration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. En marge de ces différentes rencontres au sommet, le vice-président de la République a échangé avec des délégations d'hommes d'affaires afin de leur présenter les opportunités d'investissement dans notre pays. Je vous propose de retourner à Genève, en Suisse, où se déroule la conférence internationale du travail qui coïncide, je rappelle, avec le 100e anniversaire de l'OIT. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part aux travaux hier lundi et cette 108e session de l'Organisation internationale du travail qui réunit les représentants des gouvernements, les employeurs et travailleurs. Il s'attelle à adopter les normes en matière de travail, d'emploi et de protection sociale. Awa Touré est notre envoyé spécial. Les défis futurs dans le monde du travail et le rôle de l'Organisation internationale du travail dans les années à venir. La violence et le harcèlement dans le monde du travail sont, entre autres, les problématiques soumises à la réflexion des 6 000 participants et 44 chefs d'État et de gouvernement à cette conférence du centenaire de l'OIT. Des chefs d'État et de gouvernement appelés à partager leur vision sur l'avenir du travail au cours d'un débat général qui se tient du 10 au 21 juin à Genève. À la tribune de la conférence internationale du travail, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a adressé au mandat tripartite, au directeur général du BIT ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'organisation les félicitations du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement pour les avancées remarquables dans le monde du travail. Ces avancées concernent notamment la reconnaissance du travail en tant que valeur, la lutte contre le travail forcé, l'affirmation de la liberté syndicale, les droits des travailleurs tels que les congés payés, la fixation du temps de travail journalier, la protection sociale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette année 2019, nous célébrons avec beaucoup de fierté et beaucoup d'espoir le jubilé des 100 ans de l'OIT. Cette organisation unique dans le monde, par la structuration tripartite, accompagne les pays membres pour assurer un environnement du travail décent et de meilleures conditions de vie. En effet, avec l'OIT, nous avons parcouru du chemin. Nous avons travaillé à construire un monde du travail dont nous pouvons être plus que fiers aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, qui a adhéré à l'Organisation internationale du travail en 1960, s'est employée, selon le vice-président de la République, à en épouser les idéaux, les valeurs et les combats en vue de l'amélioration des conditions de travail et de vie de ses populations. À ce titre, la Côte d'Ivoire se réjouit d'entretenir avec cette illustre institution, à savoir bien sûr l'OIT, une coopération remarquable et active qui a permis d'enregistrer des avancées notables dans plusieurs domaines, et notamment la mise en place des dispositifs spécifiques pour traiter les questions de l'accessibilité des jeunes à l'emploi, à l'entrepreneuriat. Le quasi-doublement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. La mise en place de programmes d'autonomisation des femmes par la réalisation d'activités génératrices de revenus. La révision du Code du travail qui a permis de traiter les questions essentielles
tels que le harcèlement au travail, la lutte contre la précarité de l'emploi, le renforcement de la sécurité et la santé au travail, ainsi que l'amélioration de l'employabilité des jeunes. La Conférence internationale du travail est l'organe décisionnel de l'OIT et le Bureau international du travail, son secrétariat permanent, qui emploie plus de 2700 fonctionnaires de plus de 150 pays au siège à Genève et dans 44 bureaux dans le monde. La Côte d'Ivoire, qui abrite le Bureau régional Afrique, va accueillir en décembre prochain la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail. Sur le continent africain, au Ghana, se tient un autre événement important. Les deux organes de gestion de la filière café-cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana sont en conclave depuis ce mardi 11 juin à Accra, la capitale ghanéenne. Le Conseil café-cacao des deux pays sont réunis dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique relatif à la déclaration d'Abidjan des chefs d'État ivoiriens et ghanéens de mars 2018 sur l'économie du cacao et une meilleure rémunération des paysans. Vous en saurez davantage dans le reportage de notre envoyé spécial au Ghana, Jean-Louis Bambo. Toujours dans le domaine agricole, notre dossier Éco Plus de ce 20h fait un focus sur la filière cola. La culture est en pleine expansion dans le monde paysan dans notre pays. Elle connaît un engouement vu le nombre croissant de producteurs ivoiriens. En 2017, le ministère de l'Agriculture a dénombré plus de 2000 planteurs, là où il n'était qu'à peine 200. La noix de cola fait partie des produits de plus en plus exploités. Alors, comment expliquer cet intérêt? Élément de réponse dans le dossier Éco Plus signé ce soir, Noël Nyagno. Un champ, le cola. Nous sommes dans la propriété de Moré d'Équité, à 7 km d'Azaguié. J'ai commencé la culture de la cola en 1981. 81, 83, jusqu'à maintenant, il y a la superficie environ 10 hectares. Une colaculture faite de façon empirique. J'ai fait à l'état artisanal. Hein. J'ai pris même des plants dans la forêt. J'arrachais des plants comme ça que je mettais en place. J'avais un peu de tout. En tout cas, je n'ai pas fait de sélection. Aujourd'hui, les données ont changé. Une nouvelle génération de producteurs est née. Assieoussou Célestin Kofi est de ceux-là. La plante de cola, avant, bon, ça poussait un peu dans la nature comme ça. Mais maintenant, les gens, ils ont essayé de moderniser. Et c'est ainsi que je suis parti chercher les plants. Il faut qu'on fasse un truc maintenant, disons, moderne. Aujourd'hui, si vous voyez, c'est sur des lignes. Quand vous regardez le champ, il n'y a pas un pied de cacao, ni un pied de café. Ça veut dire que c'est une plantation purement de cola. Je sais que dans les années à venir, en tout cas, ça pouvait être une activité rentable. S'agissant de la rentabilité, Assieoussou est aux anges. J'ai une superficie de 1 hectare que vraiment j'ai mis en place. Quand j'ai essayé de faire mes points, je me suis retrouvé avec, disons, 2 tonnes. Voilà. Je peux parler bien de l'année 2017 à 2018. Franchement, là, en tout cas, j'ai fait un travail auquel moi-même je suis satisfait. J'ai été très heureux. Comme Assieoussou, ils sont plus de 2000 producteurs modernes recensés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Leurs exploitations sont situées dans la partie sud de la Côte d'Ivoire. Leur production en 2016 est estimée à 260 000 tonnes de noix fraîches, exportées dans leur quasi-totalité. À l'export, le cola se vend bien. Quand on le paye, disons, à 25 000 francs, au niveau, disons, de la Côte d'Ivoire, on le revend au niveau du Burkina souvent à 45 000 francs, le panier. À l'international, vous avez des marges de prix à partir de 1 200 francs le kilo. Aujourd'hui, voici quelque chose qui peut redorer l'image de l'agriculture et de nos chers paysans. Quant au marché intérieur, il est très spéculatif. Ce sont des acheteurs, ils se promènent avec leurs balances. Celui-là vient aujourd'hui,
Il te dit que moi je paye à 75 francs le kilo, d'autres même à 50 francs. Donc ça fait que pour la commercialisation, on avait des problèmes. Capitale la vente du cola en Côte d'Ivoire, à Niama, au sud-est d'Abidjan. Une activité qui occupe du monde. Le nombre qui est là, beaucoup font le triage, ils enlèvent la bonne graine, ils font la différence des choses. Et il y a d'autres aussi qui coupent, comme vous les voyez, il y a d'autres qui sont chargés d'attacher. Et il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont spécialisés de bien prendre le ramet pour bien encadrer, faire un panier pour que la feuille là puisse être posée et que la cola soit mise dedans. Mais c'est quoi le cola de qualité et quel est son impact sur le prix de vente? Une cola de qualité, donc vous voyez, elle est sans défaut, il n'y a pas de bêtes dans les noix. Donc cela, c'est bien demandé, c'est une bonne qualité comme ça. Le premier producteur mondial veut rendre visible et lisible la filière. Depuis 2017, un processus de mise en place d'une interprofession fait son chemin. Les acteurs ont célébré leur décret hissant le cola au rang de produit de rente. Il y a un décret, disons, qui est sorti, disons, qui appuie désormais que l'État reconnaît la filière cola. Cette culture de rente est porteuse d'espoir pour les jeunes générations parce que moins exigeante. Il faut savoir que la plantation de cola est plus facile à gérer que celle du cacao. Au niveau du nettoyage, au niveau de l'entretien du champ, au niveau de la main-d'œuvre. Parce que la noix de cola, c'est une culture pérenne qui supporte bien les intempéries. Autre avantage à mettre au compte du cola, le délai d'entrée en production, les plants sélectionnés. C'est à partir de 3 ans et demi que vous pouvez entrer en production. Au-delà de tout, le cola est prisé pour son utilisation dans la fabrication des boissons gazeuses et ses vertus médicinales. C'est de la cola pure, donc il renferme beaucoup de vertus. Voilà, des vertus astringentes, c'est-à-dire ça diminue les maux de tête, les problèmes de douleur. Ça nettoie aussi, disons, le sang. La cola mentholée, bon, pour des personnes, disons, qui sont asthmatiques, des gens, disons, qui sont grippés, en le prenant, vraiment, ça leur permet, disons, de retrouver une respiration normale. Voilà la somme d'éléments qui expliquent le regain d'intérêt afin de mieux exploiter tout le potentiel de la filière cola. Voilà, filière cola, l'engouement des producteurs, un dossier réalisé par Noël Gnagno, et ajouté que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dénombre que la production annuelle de la noix de cola depuis 2016 se chiffre à 260 000 tonnes et le nombre de producteurs s'élève à 2000. La Guinée équatoriale accueille la 54e édition des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. La rencontre s'ouvre officiellement demain mercredi 12 juin à Malabo en présence de plusieurs chefs d'État africains et membres du gouvernement. Et plus de 3000 délégués de la banque et plusieurs médias venus des 4 coins du monde vont prendre part à ces assises. Mais quels sont les enjeux et éléments de réponse avec notre envoyé spécial, Cheikh Kone. Après 2 années d'affilée hors de l'Afrique, en Inde et en Corée du Sud, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement sont de retour sur le sol africain. La Guinée équatoriale est le pays hôte de ces 54e assises. C'est le centre de conférence Sipopo d'une capacité de 2000 places de la capitale Malabo qui va abriter ces 5 jours de réflexion de haut niveau sur l'avenir de l'Afrique. Un avenir confronté à plusieurs défis majeurs résumés dans les 5 grandes priorités de la BAD, à savoir éclairer l'Afrique, la nourrir, l'industrialiser, améliorer la qualité de vie de ses populations et enfin l'intégrer. Eh bien, comment stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains afin de leur permettre d'accélérer leur croissance? C'est tout le sens de ces assemblées dont le thème pour cette édition porte sur l'intégration régionale, gage pour une prospérité économique de l'Afrique. Et pourquoi c'est très important de voir la situation de l'intégration régionale? Si vous voyez partout dans le monde, tous les pays qui ont la croissance très forte, ce sont les pays qui se retrouvent dans les zones où il y a l'intégration régionale. Vous prenez en Europe, par exemple, le taux d'intégration régionale, c'est 70%. Vous prenez quand même en Afrique, c'est presque 18%. Donc c'est très important, on ne peut pas avoir la croissance qu'il faut pour l'Afrique sans avoir l'intégration régionale.
Quelques 3000 participants, notamment des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des décideurs, des groupes de la société civile, apporteront durant ces jours des pistes de solutions à la question de l'intégration. Surtout que l'accord de libre-échange continental africain, ZLECA, récemment ratifié, entrera en vigueur en juillet prochain et devrait ainsi créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Ici en Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de raffinage s'attelle à la prévention d'éventuels incendies. Sur son site, la CIR a effectué ce mardi son traditionnel exercice de simulation d'incendie. Et cet exercice, conjointement mené par le GSPM, la police, la gendarmerie et le SAMU, a porté sur la prise en charge d'un feu déclenché sur la ligne de dégazage vers les torches allumées. Et grâce au savoir-faire des secouristes, le feu a été rapidement circonscrit. Faut-il le rappeler, un incendie, mais cette fois un vrai, s'est déclenché le 31 mai dernier. Vous vous souvenez, à la CIR, le feu a été vite maîtrisé. On l'a appris dernièrement, le cimetière de Williamsville est temporairement fermé aux opérations d'inhumation. Et la nouvelle est tombée le 8 juin à minuit, et ce pour une période de 2 ans. Raison évoquée par le district autonome d'Abidjan, la réhabilitation et la mise à niveau de ce cimetière vieux de plus d'un demi-siècle. Les travaux sont en cours sur les cimetières de Yopougon et d'Abobo et qui devront prendre le relais après la fermeture de celui de Williamsville. Grâce Kando. Le cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé fermé pour réhabilitation est mis à niveau sur une période de 2 ans. C'est une très bonne chose parce que le coin commence à devenir petit de la manière les gens meurent. C'est comme ça les gens naissent. C'est un gros village pour tout le monde. C'est un village incontournable. Là, il faut améliorer le cadre. La mesure de fermeture ne concerne pas les inhumations réservées et affectées aux communautés villageoises d'Agban Adjamé et d'Abidjan Adjamé. Durant la période des travaux au cimetière de Williamsville, les cimetières de Yopougon et d'Abobo restent opérationnels. Le cimetière d'Abobo est le plus grand cimetière de la place, de la commune du district autonome d'Abidjan. Il a une superficie de 56 hectares. Nous avons 37 carrés d'inhumation. Et en termes de superficie, il est plus grand que le cimetière de Williamsville. En plus de ce cimetière, vous avez le cimetière de Yopougon, qui a une superficie d'environ 28 hectares. Il a environ 24 carrés d'inhumation. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème d'espace d'inhumation pour, je dirais, recueillir, recevoir les corps des défunts qui seront inhumés ici. En plus de la réhabilitation et la mise à niveau du cimetière de Williamsville, le district autonome d'Abidjan veut se doter d'un cimetière moderne de 100 hectares à Adiapodoumé dans la commune de Songon. Le district autonome d'Abidjan annonce pour bientôt la réouverture des cimetières de Koumassi et de Port-Boué. Nouvelle pleuguère pour les populations. Le PS-Gouv, le programme social du gouvernement, est en marche dans les différentes régions. C'est la fin donc de calvaire pour les 5000 âmes de Yériko, un quartier de la commune de Boisflé. L'eau potable, source de vie, est désormais disponible pour la population. L'attente aura duré, tenez-vous bien, 44 ans. Leur forage, dont d'un cadre de la localité en soutien aux actions du gouvernement, est maintenant fonctionnel. Kader Sokotokou. Manifestation de joie des populations avec à leur tête des femmes et des enfants soumis très souvent à la corvée d'eau. Ici, c'est Yirikro, un quartier de Boisflé qui a reçu ses premiers habitants en 1975. Aujourd'hui, ils sont autour de 5000. Il aura fallu 44 ans d'attente pour voir enfin de l'eau potable jaillir d'un forage. Dès que les enfants arrivent à partir de midi, les enfants sont obligés d'aller chercher de l'eau à 5 km de la ville de Boisflé pour ne pas venir pour donner ça aux parents. Alors l'eau même d'abord, ce n'est pas possible. Ça a une couleur quelconque. Une fois l'eau consommée, c'est la maladie à ne point fini. C'est un fils de la région qui a toujours rêvé d'apporter cette joie à ses parents. Aujourd'hui, avec un peu de moyens, il a pu réaliser son rêve. Je soutiens cette initiative du président de la République et nous allons nous battre corps et âme avec le peu de moyens que nous avons pour pouvoir satisfaire toute une population à Boisflé et surtout dans la région de la Maraoui. Désormais, à Yirikro, place à l'émotion et à la joie. On ne peut rien dire, mais tout ce qu'il a fait, vraiment, Dieu voit ça. Prier, ce jour-là, on n'est pas allé au champ. Prier, et l'eau est sortie. C'était notre joie. Notre joie. Cette joie-là, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'auparavant, quand l'eau manque à Boisflé, c'est dans les rivières, en brousse, que les femmes vont.
Je vais plus Chifri pour aller au Marigot. Merci Chico. Oui, fais le parcours pour l'eau du Marigot. Place maintenant à de l'eau potable. Cette joie donne ceci. Et cette joie donne ceci parce que l'eau est source de vie. Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, le porte-parole principal du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani, vient de prononcer une conférence. Il a évoqué l'actualité politique nationale. Le porte-parole principal du RHDP, soutenu par des cadres du parti, a donné la position du RHDP sur les positions affichées par le PDCI RDA sur l'actualité ivoirienne. Je vous propose un extrait de l'intervention du porte-parole principal du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani, au micro d'Herman Guivé. Ce qui nous préoccupe au sein du RHDP, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la stabilité, le développement et l'épanouissement de toutes les populations vivant sur les 322 462 km² du territoire ivoirien. C'est pourquoi, lorsque cette paix, lorsque la quiétude des populations est en péril, nous avons la responsabilité et le devoir de réagir. Nous appelons tous les Ivoiriens épris de paix, la classe politique, la communauté internationale, les ONG et l'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme à se lever et à dénoncer de telles dérives d'où qu'elles viennent. La ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue ce mardi à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Maria Tokoni a parlé paix, consolidation de l'unité nationale. Elle a salué les efforts de l'Église tout en encourageant les guides religieux à poursuivre leurs actions pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Serge Koléa. La paix, l'unité et la cohésion doivent demeurer au centre des préoccupations des communautés religieuses en Côte d'Ivoire. C'est le message délivré par la ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Mariatou Kone a salué les efforts déployés au quotidien par l'Église catholique afin de consolider l'unité nationale. Elle a invité les guides religieux à rester éveillés. Je voudrais féliciter toute l'Église catholique pour son engagement au service de la paix et de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de tous ses enfants. Il est vraiment bon que nous puissions entendre de plus en plus de voix se lever pour affirmer leur attachement à la paix. Mais il est également bon de voir de plus en plus de gestes concrets, de gestes visibles pour la paix en Côte d'Ivoire. Le père Norbert Abékan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, a réaffirmé pour sa part tout l'engagement du clergé à accompagner la ministre dans sa noble mission. Je voudrais profiter de ce micro pour féliciter d'abord Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle réalise. Et moi, je crois que nous, les guides religieux, nous devons lui emboîter le pas. Je bénis Dieu pour elle et je souhaite que un peu partout, cette façon de faire se répande un peu comme l'huile à travers le tissu social au niveau national. Mariatou Kone a fait des dons aux amis de Saint-Joseph de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Geste salué par la vice-présidente de cette organisation et par le père curé Bernard Dangui. De la Côte d'Ivoire, le Mali est sous le choc après le massacre de Sobané en pays d'Ogon qui a fait 95 morts hier dimanche. Avant-hier dimanche, le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle à l'unité de tous les Maliens. Ce mardi, il a dépêché son premier ministre Boubou Cissé dans le village martyrisé en vue d'apporter le réconfort de l'État aux populations et s'imprégner du dispositif de sécurité qui a été renforcé sur place. Dans le village meurtri, comme vous le voyez sur ces images, c'est la désolation. Les cases ont été calcinées et on n'a toujours pas de nouvelles des 19 personnes portées disparues.
Ce 11 juin, la Commission européenne a déclaré que le choix du successeur de la Première ministre britannique, Theresa May, n'aura pas d'impact sur le contenu de l'accord de divorce déjà conclu par Londres avec l'UE. 10 candidats, dont 2 femmes, sont en lice pour reprendre les rênes du Parti conservateur britannique après la démission de Theresa May vendredi. Les prétendants avaient jusqu'à lundi 10 juin en fin d'après-midi pour déposer leur candidature. Le nouvel élu aura pour tâche principale de mener le Brexit à son terme. Fin de ce 20h supervisé par Hugues Aveblé. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe des réalisations, surtout à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana, mais ce soir à 23h, vous avez rendez-vous avec Marine Cognan. Très belle soirée.